Bonjour. Bonjour, madame. Alors, j'ai juste une petite demande à faire au promoteur avant de commencer à parler de ma question. Hier soir, on a eu en série 7 ou 8 fois la même réponse qui faisait, de la part du promoteur, qui vantait les vertus finalement du pipeline versus le train. Les citoyens se déplacent de loin, prennent le temps de préparer des questions avec toute la bonne volonté du monde. Et le but, c'est de connaître finalement le dossier d'Énergie-Est de façon plus précise et de connaître tous ses aspects. Donc, on essaye de couvrir tout ça. Quand on se fait répondre 6 ou 7 fois la même réponse dans la même soirée, pour moi, c'est un manque de respect pour les citoyens qui participent aux audiences. Donc, je demanderai à notre monsieur qui répond aux questions régulièrement, je vous demande de lui demander de cesser de faire ça parce que c'est extrêmement déprimant, puis on va finir par faire une dépression collective, là. Je ne voudrais surtout pas ça, madame. Par contre, je tiens à vous dire une chose. Si j'avais eu le moindre soupçon à l'effet que le promoteur manquait de respect envers la commission ou envers les citoyens, j'aurais pas attendu votre observation pour lui faire la remarque. Je suis totalement d'accord avec vous. Même hier, en quittant la salle, je me disais, est-ce que c'est moi qui étais fatigué? Mais je l'ai exprimé également au courant de la soirée. Effectivement, vous avez raison, sauf qu'à sa décharge, il y a eu plusieurs questions qui étaient très, très similaires, mais qui venaient sous différents angles. Et à chaque fois, le promoteur a répondu avec courtoisie, mais effectivement, il a répondu avec la même réponse. Alors, je ne trouve pas dans les circonstances, en raison de ce que je viens d'expliquer, que le promoteur ait manqué de respect ni à la commission, ni aux citoyens. Je m'excuse de diverger d'opinion avec vous. On a le droit à notre opinion. Merci. Alors, j'ai entendu ce matin, encore une fois, je ne peux pas me rappeler du nom de la dame, je suis désolée. Madame Gagnon. Oui, Madame Gagnon, qui disait ne pas pouvoir faire d'évaluation du pire scénario parce que finalement l'avis l'avis de TransCanada du projet n'avait pas été déposé. Elle a dit aussi, si je me souviens bien, que aussi les évaluations au niveau économique n'avaient pas pu être entamées avec la même raison. Et les négociations, une autre personne a parlé des négociations autochtones avec les Autochtones, des consultations qui n'avaient pas pu non plus être entamées pour la même raison. Alors, ma question est en fait, j'essaie de la préciser. Ma préoccupation par rapport à ça, vous avez dit que le mandat du BAP actuel était finalement de ramasser des informations pour faire des représentations à l'ONU pour l'acceptabilité du projet. C'est ce que j'ai bien compris. Pour que le gouvernement du Québec puisse utiliser la réflexion et l'analyse de la Commission dans son intervention auprès de l'ONU, effectivement. Parfait. Alors, si ces 3 éléments-là majeurs, on n'a même pas fait une contre-évaluation du pire scénario par les ministères concernés dans la province où ça va avoir lieu, est-ce que ces études-là vont être faites finalement pour vous autres, pour la commission? Est-ce que ça va être fait à temps? Est-ce que ces études-là vont être disponibles pour que quand vous allez faire votre rapport? Ou si quand notre gouvernement québécois va passer à l'ONU, il n'y aura pas ces données-là, puis que, dans le fond, le fait qu'on n'ait pas respecté la loi québécoise en ne déposant pas l'avis va avoir comme conséquence qu'on ne peut pas avoir une expertise complète au niveau du gouvernement pour faire nos représentations. C'est une question fondamentale. Oui. En fait, vous avez touché 2 points, comme c'est notre habitude. Mais j'aimerais quand même, je voudrais profiter d'un point que vous avez soulevé pour clarifier la chose avec la porte-parole du ministère de l'Environnement. Effectivement, nous avions posé la question à 2 occasions, parce que c'est venu également par l'assistance, pour savoir quelle est l'intention du ministère pour la consultation des communautés autochtones. Et effectivement, un des porte-paroles nous avait indiqué qu'il fallait attendre l'avis de projet, et l'avis de projet n'est pas arrivé.
L'autre personne ressource qui était là à une autre séance nous a indiqué que selon toute vraisemblance, la consultation va démarrer avant le dépôt de l'avis du projet. Alors, j'aimerais demander à Mme Gagnon de clarifier cet aspect-là et ensuite je demanderai à mon collègue, M. Germain, de prendre la suite. En ce qui concerne spécifiquement la consultation autochtone, c'est certain, et ça, il n'y a aucun doute, là, dès qu'on reçoit un avis de projet et l'étude d'impact, ça, c'est entamé, c'est certain. Pour ce qui est de la consultation avant ça, je peux vous dire qu'il y a des discussions en cours pour voir comment ça peut être fait, mais il n'y a rien de cané pour l'instant. Donc, c'est certain qu'on aimerait que ça soit inclus, mais tout est dans la façon de faire et avec quel document on va consulter. C'est pas évident non plus de partir d'une consultation avec, vous le savez autant que moi, la panoplie de documentation fournie actuellement par TransCanada. Donc, il y a tous ces aspects-là à prendre Mais donc, en je compte. dois comprendre qu'il n'y a pas de position ferme de la part de votre ministère pour le moment. Non. Monsieur Germain? Oui, Mme Dupuis, j'en profiterai aussi pour expliquer le problème que vous soulevez. La commission l'a eu en quelque sorte. Ça s'est posé à peu près les mêmes questions. Vous comprenez? Donc, lorsqu'on fait un parallèle entre la procédure d'évaluation et d'examen des impacts sur l'environnement, c'est-à-dire en vertu de l'article 31.1, le promoteur dépose un avis de projet. Par rapport à l'article 6.3, qui donne le pouvoir au ministre de mandater le BAP pour enquêter sur toute question relative à la qualité de l'environnement, donc le ministre soumet au bureau. Donc, le contexte est évident, on est dans un 6.3, donc on n'enquête pas sur un projet, vous pouvez dire peut-être des jeux de mots, mais on enquête sur une ou des questions relatives à la qualité de l'environnement au regard du projet Énergie-Est. Donc, il y a une distinction fondamentale à faire entre les deux. Et la commission se posait la question, évidemment, dans un contexte 6.3, il ne faut pas chercher à simuler un 31.3. Le 31.3, c'est le mandat qui est, entre autres, qui est donné, là, versus 31.3 au BAP. Donc, on est en 6.3, on n'est pas en 31.3. Une autre distinction importante à faire, effectivement, si on avait été en 31.3, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, il y aurait eu l'avis de projet, mais non seulement l'avis de projet, c'est qu'il y aurait eu une étude d'impact préliminaire qui aurait été déposée au ministère. Le ministère, lui, via ses consultations interministérielles, aurait adressé des séries de questions, 1, 2, 3, disons, aux promoteurs, donc sur un certain nombre de mois, et par la suite, donc, il y aurait eu un mandat donné au BAP, avec donc une étude d'impact qui est à ce moment-là jugée par le ministre suffisamment complète pour aller en audience publique. Donc, c'est-à-dire avec des séries de questions. Maintenant, si on veut faire un parallèle avec la procédure fédérale là, qui est soumise à l'ONE, c'est-à-dire que l'ONE a reçu des documents du promoteur Énergie-Est, mais n'a pas encore déclaré le dossier complet. Et encore là, il faut faire une nuance. Complet ne veut pas dire que l'ONE n'a plus de questions. C'est qu'il est suffisamment complet pour que l'ONE initie le processus formel de 15 mois. Mais quand ce processus-là commence, lorsqu'on voit les procédures de l'ONE dans des dossiers récents précédents, on voit que l'ONE adresse des séries de questions aux promoteurs sur un certain nombre de mois. C'est un processus qui prend quelques mois et qui, en quelque sorte, est similaire au processus du ministère du Développement durable dans le cadre de projets qui ont eu un avis de projet. Alors, le BAP, actuellement, et de toute évidence, est en 6.3 et très en avance, on pourrait dire, ou prématurément en avance par rapport à un dossier complet. Donc, on a affaire à un dossier d'un côté qui est complexe, mais qui n'est pas jugé complet par l'Office national de l'énergie. Donc, on est prêt un peu avec ça. Alors, c'est bien certain que nous aussi, comme je voulais vous dire, on s'est posé un peu les mêmes questions que vous. Donc, on essaie de naviguer là-dedans en fonction du mandat 6.3, qui est une enquête sur des questions relatives à la qualité de l'environnement que le ministre nous a soumis. C'est pour ça que les approches vont être différentes et qu'il n'y aura pas nécessairement des questions précises sur tous les aspects par rapport à des centaines de questions qui auraient été posées par le ministère du Développement durable pendant des mois de temps après la réception d'une étude d'impact préliminaire. On est pris un peu dans ce contexte-là. Madame Grandbois?
Juste pour compléter ce que mon collègue vient de dire, puis revenir aux éléments que vous avez mentionnés au tout début, là, dans votre question, c'est qu'il y a certains éléments que vous aviez mentionnés qui sont clairement pas dans le mandat du BAP. Donc, la question de la consultation officielle, l'obligation de consulter les communautés, les Premières Nations, c'est pas dans notre mandat. Donc, ça. Mais vous aviez mentionné, bon, 2-3 choses, dont notamment la question des coûts des scénarios potentiels de déversement. Et ça, c'est clair que la commission, quand elle fait son travail, son analyse, a plusieurs sources. Donc, si on est dans un contexte où le ministère de l'Environnement n'a pas eu l'occasion de faire le travail qu'il ferait dans un autre contexte, là, ça ne veut pas dire que la commission n'a aucune information. Donc, on a différentes sources, on fait notre propre analyse. Donc, on va être en mesure quand même d'arriver avec de l'information pour le gouvernement du Québec à ce sujet-là dans notre rapport. Et c'est certain que le rapport du BAP va être un des éléments qui vont contribuer à la réflexion du gouvernement du Québec. Ça ne sera pas le seul, mais on va être en mesure de quand même toucher à cet élément-là, même si le ministère de l'Environnement n'a pas pu se prononcer, parce que c'est quand même pas notre seule source d'information. Vous êtes privé finalement des ressources, des expertises de nos meilleurs ministères pour évaluer ces choses-là. Il y a des facteurs limitants. Que vous êtes diplomate. Alors, merci, madame. Monsieur Nollet, je pense que vous vouliez ajouter quelque chose. Je risquerais une réponse à la question que Mme Grandbois posait un peu plus tôt sur le lien entre l'exploitation de pétrole et l'atteinte des objectifs planétaires. Me revient à l'esprit que quelques articles scientifiques qui ont été publiés le fait qu'une partie non négligeable des réserves prouvées de pétrole devraient rester sous terre si on veut atteindre l'objectif de 2 degrés Celsius, et à fortiori encore une portion encore plus importante si on veut atteindre l'objectif de 1,5 degrés Celsius. Alors, ce que j'ai à l'esprit, puis il faudrait que je le vérifie, mais c'était de l'ordre de grandeur de 30 à 40 des ressources pétrolières prouvées qui devraient... Pourriez-vous parler plus fort? Même si vous êtes proche du micro, vous ne parlez pas fort. Très bien. Alors, je ne sais pas ce que vous avez entendu et pas entendu, mais donc... Non, ça va jusqu'à maintenant, mais OK, continuez. d'accord. Donc, de mémoire, on parlait de 30 à 40 des ressources pétrolières prouvées qui devraient rester dans le sol pour permettre l'atteinte des objectifs qu'on se fixe au niveau de la planète dans le cadre de conférences comme celle de Paris. Merci beaucoup, M. Nollet.